Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de La vie devant nous, chaque dimanche, avec nos invités qui sont là. On va vous donner envie de bien vivre votre âge, et puis avec le sourire surtout. Alors, on a gagné, à chaque fois je le redis, mais on a gagné 30 ans d'espérance de vie en un siècle. Et puis en France, ça c'est unique, 4 générations cohabitent en fait aujourd'hui, les enfants, les parents, les grands-parents et parfois même les arrière-grands-parents. Donc un fait inédit dans l'histoire, jamais nous l'avons vécu, et parfois même tout le monde sous le même toit. Donc on compte aujourd'hui plus de 21 millions de personnes de plus de 60 ans, c'est près d'un tiers d'entre elles d'ailleurs, aident encore leurs enfants, leurs petits-enfants financièrement par leur présence au quotidien. Et dans l'autre sens, vous voyez, on parle d'intergénérationnel. Près d'un Français sur deux dit rendre visite régulièrement à un parent âgé, preuve que le lien intergénérationnel, je vais y arriver, reste fort malgré les distances et les rythmes de vie. Alors on va parler avec nos invités et vous proposer des conseils, des témoignages pour que cela soit une bonne nouvelle pour tout le monde. Et je pense que ça va faire l'objet, bon appétit si vous êtes déjà à table, de discussions ce midi entre grands-parents, parents, amis, proches, tout ça en famille. Au programme aujourd'hui, on parlera de bien vivre chez soi et la vie en ville, notamment moyenne, pour toutes les générations cohabitent ensemble. Nous serons avec Hugo Cavagnac, qui est maire de Fronton, une commune où il fait bon le soleil de Haute-Garonne, engagé et notamment qui a mis en place des solutions, des initiatives pour les jeunes et les moins jeunes. Et on recevra ensuite notre invité, notre grand témoin. Cette semaine, ce sera Serge Guérin, sociologue et spécialiste des questions liées au vieillissement. Et puis enfin, notre chronique Vivre ensemble. Nous serons avec Sabine Krasaguel, qui est rédactrice en chef, notamment pour la télé, et réalisatrice aussi de documentaires, et auteur de Nos prochaines années, un livre témoignage, mais aussi un coup de gueule sur la propre expérience d'aidante. On en reparlera, et n'oubliez pas de nous appeler et poser vos questions au 0826 300 300. Sans plus attendre, on en parle ensemble. Comment bien vivre chez soi, et notamment avec notre invité. Bonjour, monsieur le maire Hugo Cavagnac. Bonjour monsieur. Alors, on a justement une question qu'on se pose dans toutes les communes, j'imagine. Comment bien organiser la vie en ville pour que toutes les générations, justement, puissent cohabiter harmonieusement. Et quelles sont notamment vos actions? Alors, vous êtes maire de Fronton, une commune de la Haute-Garonne, à peu près 7000 habitants, et vous êtes président de l'intercommunalité de France. Comment vous pourriez définir, en tout cas pour nos auditeurs, justement cette démarche intergénérationnelle dans votre ville? Quels sont les grands objectifs que vous avez pu mener en termes de mobilité, peut-être d'habitat, de santé, et puis pour lutter aussi contre l'isolement? Oui, écoutez, c'est un ensemble de politiques publiques, c'est toutes nos politiques publiques qui sont concernées par cette société de longévité, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs. Donc il faut l'aborder de manière assez positive, mais ambitieuse. C'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. Les données démographiques, nous les connaissons depuis très longtemps, vous en avez rappelé quelques-unes, et nous sommes quasi demain déjà dans les premiers effets. Alors c'est une vraie transition, que ce soit localement, globalement, et je crois qu'il faut qu'on l'aborde, nous élus, comme la transition climatique finalement. C'est collectif, c'est individuel. On a besoin d'informer, on a besoin d'atténuer, de prévenir, et puis on a besoin d'adapter nos politiques publiques. Et ça ne sera pas que par des initiatives nationales, par des grandes lois. Ça passe par le local, par la commune, par les comités de communes. On doit avoir un rôle majeur avec nos compétences sur l'habitat, vous l'avez dit, la mobilité, l'espace public et tout ça. Alors, avec les comités de communes, on a essayé de diagnostiquer quelle était la situation. On a fait l'atlas du grand âge. Et pour ce qui concerne la commune de Fronton, eh bien, dès 2014, lors du premier mandat, avec mon équipe, nous avons souhaité avoir une adjointe sur les enjeux de grand âge, sur cette délégation-là. Et de manière aussi globale, de vous donner
peut-être des exemples concrets. On a également adhéré au réseau des villes amies des aînés, qui nous permet de coordonner l'ensemble de nos politiques publiques et de mettre une cohérence à ça. Alors, pour prendre des exemples assez simples, au niveau de l'habitat peut-être, par exemple. Alors, sur l'habitat. Bon, l'enjeu de l'habitat, quand on est sur une société de longévité, vous savez, il y a un parcours résidentiel. Ce parcours résidentiel, il commence avec on est chez ses parents, on s'émancipe, on a une famille, et puis arrive un âge où on peut avoir même plusieurs logements passés 60 ans, au moins un ou deux. Et on a ce parcours résidentiel à développer au plus près des amis, de la famille, des habitudes de vie, parce que il ne faut pas déraciner, il ne faut pas isoler, il ne faut pas éloigner les personnes de ce cadre-là. Donc, nous, dans le cadre de notre plan local de l'habitat, on essaie d'agir à plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est sur, bien sûr, la production de logements sociaux. Des couples ou des personnes seules ont accès en grande majorité à ces logements. Il faut les faire adapter. Donc, on est dans cette production-là. Vous avez une autre variable qui est la colocation solidaire. Sur la commune de Fronton, nous allons livrer prochainement avec un partenaire qui s'appelle 7 familles une maison de 8 appartements de colocation où une personne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 est présente pour accompagner, répondre aux besoins. Nous avons également une autre initiative qui va germer à l'occasion du legs d'une maison par une dame de Fronton. Eh bien, nous sommes en train de réfléchir à un projet de béguinage. Et enfin, je pourrais citer un autre. Alors le béguinage, peut-être pour nos auditeurs, c'est comment vous le définissez ? C'est un espace de plusieurs logements qui crée un écosystème, un village et des services qui une forme de gestion partagée, d'espace commun. C'est une variable à toute autre forme d'habitat. L'essentiel, en tout cas dans toutes ces formes d'habitat, c'est de ne pas les isoler, de les mettre au cœur de nos villes, au cœur de nos villages, il faut pas isoler, il faut pas faire des villages de seniors, si je puis dire. Il faut faire des lieux de vie adaptés avec des services spécifiques, mais dans tous les cas, qui soient au cœur de l'ensemble de la ville. Il faut qu'on entende depuis là le bruit des écoles, qu'on ait le bruit de la cour, j'entends, les commerces, les services de santé, les services associatifs en grande proximité. Donc en fait, il y a plusieurs formes de logement, mais ce qui en ressort principalement, c'est de le mettre au cœur de la ville. Voilà, il ne faut pas surtout faire une segmentation de l'habitat où on mettrait les jeunes d'un côté, les seniors de l'autre, la zone commerciale enfin à notre point de la ville. Très clair, monsieur le maire. Donc on comprend que vous êtes très engagé en fait sur ce sujet, notamment par le biais de l'habitat, qui est un exemple que vous illustrez très bien qui est intergénérationnel. On en parlera peut-être plus longuement, notamment sur un autre sujet qui nous tient à cœur aussi, c'est les déserts médicaux et comment vous avez pu répondre à cela. Je vous remercie beaucoup pour cet échange autour de l'habitat et de l'intergénérationnel, monsieur le maire, et puis à très bientôt sur la belle ville de Fronton. Et puis tout de suite, merci beaucoup. Et puis tout de suite, c'est l'heure de recevoir justement notre grand invité. Bonjour Serge Guérin. Bonjour. Alors, vous êtes sociologue, entre autres, un spécialiste des questions liées au vieillissement et à la seniorisation de la société, des enjeux intergénérationnels. Serge, est-ce que c'est grave de dire on est vieux à 60 ans et est-ce que là aussi c'est grave d'opposer des générations qui sont actifs et inactifs et parler de retraités? Quelle est votre vision de sociologue sur ce sujet, ou même parfois lorsqu'on fait des émissions dédiées en fait entre guillemets à adressées à des personnes qui sont âgées? Eh bien, ça pose des sujets. On le voit aussi, des entreprises qui ont du mal à commercialiser en fait des objets, de la domotique, de l'innovation sur des publics en fait qui sont un peu plus âgés.
Vous voyez, il y a même la difficulté de quel mot on utilise. Mon vieux camarade Albert Camus disait « mal nommer les choses, c'est ajouter de la misère au monde ». Bien là, on voit bien, on ne sait pas trop. D'ailleurs, le Haut Conseil de l'enfance et de l'âge a même proposé d'interdire qu'on utilise le mot vieux. Comme si vraiment c'était une insulte, comme si c'était quelque chose qui allait faire vieillir les gens parce qu'on disait qu'ils étaient vieux. J'ai écrit il y a plus de 15 ans un bouquin qui s'appelait « Vive les vieux ». Point d'exclamation. Et j'ai reçu d'ailleurs des courriers de gens qui me disaient « Ah, enfin quelqu'un qui dit vieux !» Et je me souviens de quelqu'un qui m'avait écrit en me disant « J'étais raciste, on n'avait pas le droit de dire vieux ». Vous voyez, donc c'est aussi la représentation de chacun. Et finalement, c'est accepter aussi vieillir, avancer dans l'âge, prendre de l'expérience. On peut trouver plein de termes, justement, pour dire les choses. Mais vraiment, est-ce que derrière le mot vieux, on veut dire « T'es foutu, tu coûtes cher, t'es malade ?» Et donc, ciao, bonsoir. C'est quand même un peu ça l'idée. Ou bien, est-ce que ça veut dire t'as de l'expérience, t'as fait déjà plein de choses dans la vie, tu vas peut-être en faire encore, et même si t'en fais moins, tu nous intéresses parce que t'as contribué à la société, parce que tu peux aussi parler d'hier, comment c'était. Finalement, c'est est-ce que on veut faire un monde de l'entre-soi, chacun dans notre coin, ou est-ce qu'on veut faire, comme disait Hannah Arendt, un monde commun. Monde commun, c'est les gens qui sont morts, les gens qui vivent, les gens qui vivront demain. C'est ça qui crée le monde. C'est pas juste cela. Et donc, dans ce cas-là, si c'est les gens qui sont morts, si c'est les gens d'aujourd'hui, c'est aussi parler d'hier. Et donc ceux qui peuvent parler d'hier, c'est les plus âgés qui peuvent raconter par exemple, mais qui sont pas du tout désintéressés de ce qui va se passer demain, contrairement à ce qu'on croit parfois. Et donc c'est comment on crée quelque chose qui permet à chacun d'apporter sa pierre à l'édifice, ou bien chacun est dans son petit coin, dans sa petite prison mentale. Et puis surtout, je veux pas voir les autres, et surtout, je veux pas être mis en cause par les autres. Le problème de nos sociétés modernes, c'est chacun pour soi. Et puis personne pour tous. Ouais. Serge Guérin, est-ce qu'on n'a pas l'impression, enfin en tout cas moi j'ai l'impression, qu'on infantilise les personnes âgées, on confond certainement dépendance avec bien vivre son âge, et puis interdépendance avec des générations plus jeunes. Comment vous percevez en fait cette société, l'évolution de cette société aujourd'hui avec quand même 30% de personnes qui ont plus de 60 ans ? Et le lien qu'ils peuvent avoir avec leurs enfants. Alors, déjà, en effet, les 60 ans, c'est la sécurité sociale. Mais en soi, avoir 60 ans en 2025 ou avoir 60 ans en 1955, ça n'a strictement rien à voir. En 1955, les gens de la soixantaine, il leur restait plus tellement à vivre. Et puis, ils étaient fatigués, je crois que c'était abîmés. 68 ans, à peu près. Exactement. En 1945, l'espérance de vie était 68 ans. Et donc, et je rappelle, la retraite à 65 ans. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt 83 ans l'espérance de vie. Et la retraite, il semblerait qu'on considère que 62 ans, c'est déjà atroce. Et je pense pas, on va proposer 55, 50, 45, je ne sais pas moi. Voilà, on va faire un peu n'importe quoi. Et donc, premier élément, c'est l'âge a rajeuni. Et donc, avoir la soixantaine aujourd'hui n'a rien à voir. Mais ça dépend aussi qui. Il y a des gens qui sont plus abîmés que d'autres, des gens qui sont plus fatigués que d'autres. Il y a des gens qui à 60 ans, mais encore 20, 30, 40 ans de vie et vont pouvoir faire plein de choses. Puis d'autres, ils en feront peut-être moins. Donc ça, c'est la première chose. C'est on veut enfermer les gens dans un âge. Or, on est hyper différents les uns les autres. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en effet, cette notion d'infantilisation, elle est très forte. Vous vous souvenez, au moment de la Covid, on expliquait quand même aux gens, alors on savait pas si c'était 60 ou 65, mais vous n'allez pas sortir de chez vous. On va vous interdire de sortir de chez vous. Donc, je dis, mais alors, on va mettre des policiers qui vont aller demander l'âge à la personne. Et puis, la personne avait le droit de sortir jusqu'à 65 ans. Puis hop, le jour de ses 65 ans, on vient vous chercher, on vous ramène à la maison. Comme si tous les gens qui, au moment du déconfinement, allaient, tous les sexagénaires, septuagénaires, octogénaires, aller en boîte de nuit. Enfin, faut prendre vraiment les gens pour des idiots. Pourquoi pas d'ailleurs Oui, ils ont envie, mais enfin, justement, ils sont pas fous, ces gens-là. Ils iraient pas à ce moment-là. Donc, infantiliser, c'est prendre les gens pour des idiots. C'est comme ça. Et ça continue. Alors, bien sûr qu'il faut qu'il y ait des politiques de prévention, ainsi de suite, mais sans doute qu'il y aurait besoin à ce que nos décideurs fassent un peu moins d'idéologie et plus de sciences comportementales pour comprendre un peu comment les choses bougent. Et puis l'autre élément, c'est que ce mot vieux, on veut en faire un espèce de totem, comme si il y avait les vieux et les autres. Mais le bébé de 2 jours, il est 2 fois plus vieux que le bébé de 1 jour. Et donc il est déjà vieux. On est toujours le vieux de quelqu'un. Donc arrêtons avec ça et laissons les gens vivre leur âge sans les embêter. Serge, c'est très bien. Ne bougez pas. Je ne bouge pas. Parce que là, je vois très dynamique. Vous êtes sur Sud Radio. On se retrouve après une courte pause avec notre invité, justement, Serge Guérin, pour parler ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. C'est un peu ce que vous dites. Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous.
De retour sur Sud Radio, vous êtes toujours dans La vie devant nous, notre émission, votre émission en fait, qui casse les clichés sur les seniors. Et puis dans quelques minutes, nous aurons justement une réflexion sensible sur notre avenir commun, avec la préservation du lien, de la transmission du sens, avec Sabine Krazagel, auteure de Nos prochaines années. Mais d'abord, Serge Guérin, notre deuxième partie, l'entretien, puisqu'on parlait justement de ne pas opposer les générations. Moi, j'ai envie de vous poser cette dernière question. Est-ce que un senior, aujourd'hui, c'est un poids dans la société ? Alors, ça dépend comment on regarde les choses. D'ailleurs, les mots, toujours, ont de l'importance. Un senior va dire, ah oui, alors, c'est une charge, parce qu'il y a un coût, peut-être en termes de santé, parce qu'il est à la retraite, donc il coûte cher, on oublie qu'il a cotisé avant, voilà, et ainsi de suite. On va dire, par exemple, j'avais fait un bouquin, et si les vieux aussi sauvaient la planète, parce qu'il y avait tout ce discours en disant, un certain nombre de jeunes, assez marqués politiquement, disaient, oui, mais tous les jeunes sont des formidables écolos, mais tous les vieux sont les atroces pollueurs, et donc c'est un poids, parce qu'en fait, ils font peser la pollution, ainsi de suite. Et je montrais que c'était totalement faux. Quand même, les comportements, les modes de vie des plus âgés sont beaucoup plus écolo-compatibles que ceux des jeunes, simplement parce qu'ils utilisent moins le digital et ainsi de suite, et que par ailleurs, on est dans un moment de la société où justement, on a intérêt à plutôt être tous ensemble plutôt que s'opposer. Donc c'est une question, c'est un problème sur un plan économique, de santé, ainsi de suite, mais il y a la prévention qui peut permettre comme de limiter beaucoup de choses. Et puis, il faut rappeler que les gens âgés, alors on met l'âge qu'on veut, 60, 65, 75, 85, 95, sont aussi des gens qui sont des acteurs sociaux. Vous savez, on dit souvent actifs, inactifs. Mais moi, je connais plein d'inactifs qui sont sacrément plus actifs que certains actifs. Notamment, on rappelle nos maires, les communes de moins de 10 000 habitants, il y en a 36 000. C'est quasiment des bénévoles. Ouais, alors, 35% des maires de nos communes sont des retraités. Et en effet, c'est souvent des fonctionnaires gratuits. Et donc, mais c'est les gens, les aidants, 1 sur 2, c'est un retraité. Ce sont les gens, les 23 millions d'heures par semaine des grands-parents qui vont s'occuper des petits-enfants. C'est quoi ? Voilà. Le tissu associatif, sans les retraités, le tissu associatif s'écroule. Et il y a même des gens qui créent des entreprises à 50, 60, 70, 80 ans. Alors, pas énormément à 80 ans. N'empêche qu'on s'est aperçu que les gens qui créent des entreprises assez tard ont une durée de vie bien supérieur à ceux trop jeunes, parce que simplement ils ont plus d'expérience, ils ont plus de réseau, et ainsi de suite. Serge Guérin, si on a un message adressé là, de façon très synthétique, si on parle de réconciliation de génération, c'est ce que j'entends dans vos propos. C'est quoi le message à passer aux trentenaires, aux quarantenaires, aux cinquantenaires ? Ça serait quoi ? Il y en a 2, c'est attention, bientôt ce sera vous. Ok. Donc du coup, soyez égoïste, je dirais, rien que pour vous. Et puis deuxième élément, on a tous tout à y gagner. En fait, on est gagnant, c'est ou gagnant-gagnant ou c'est perdant-perdant. À vous de choisir. Merci Serge Guérin. Je rappelle, vous êtes sociologue spécialiste des questions liées au vieillissement, mais pas que, et de la société, et puis des enjeux intergénérationnels. Écoutez, il est temps maintenant de parler de la vie ensemble, qui fait un bon lien avec l'intergénérationnel. Et pour cette dernière partie de l'émission, j'ai le plaisir de recevoir Sabine Krazagel. Bonjour. Bonjour. Donc, je vous ai présenté, vous êtes rédactrice en chef, vous avez plusieurs métiers à la télévision, vous faites du contenu, vous faites des reportages, et puis vous avez notamment un très très beau livre, Nos prochaines années, récits pour bien vieillir, que vous avez écrit. Alors, c'est quoi le déclencheur ? Qu'est-ce qui a été le déclencheur de ce livre ? Je comprends qu'il y a un sujet personnel. Tout à fait. Oui. Et vous êtes passé par ce sujet personnel pour ensuite donner un message plus large. Exactement. À toutes les générations, et notamment à nos générations, les générations d'enfants, en quelque sorte. Tout à fait, voilà. En fait, il y a eu un besoin impérieux d'écrire ce livre parce que mon père est tombé malade d'une maladie neurodégénérative assez sévère qui s'appelle Parkinson-Still-Richardson, qui ressemble dans les symptômes à la maladie de Charcot. Et en fait, il m'a fait rentrer de manière fracassante dans le monde de la dépendance et du coup, effectivement, d'une certaine frange des personnes âgées. Et à ce moment-là, j'ai découvert un monde, mais alors vraiment, dont j'ignorais jusqu'ici à peu près tout. Et les difficultés en fait de l'accompagner au mieux dans ce monde-là. Et c'est ça qui m'a motivée à écrire, en me disant comment se fait-il que ma mère, mes frères et moi, parce qu'on était soudés, galérions autant. Mais on galérait vraiment à trouver les infos, on était surpris partout, par les rendez-vous médecins. On subissait, en fait. Ouais. On subissait. On avait l'impression que la maladie allait toujours plus vite que nous.
Et du coup, j'ai cherché plein d'infos à ce moment-là. Je cherchais quelqu'un qui avait vécu la même chose et je trouvais pas. Et du coup, j'ai écrit ce livre en me disant que sans doute, moi, c'est le livre que j'aurais aimé lire en fait quand je suis rentrée dans le monde de la dépendance. Et j'ai rencontré plein de gens qui ont trouvé des idées lumineuses pour pallier à tous les problèmes que peuvent générer non seulement la dépendance, mais aussi la prise de l'âge de manière plus large. Bien sûr. Quels ont été les impacts pour vous qui vous ont le plus gêné, surpris, peut-être au travail, peut-être. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie immédiatement? Alors, ça a changé beaucoup de choses en fait, mais sur le coup, je ne me rendais pas compte parce que déjà, comme un aidant sur deux, je ne savais pas que j'étais aidante. Donc voilà. Rappelle, il y en a 15 millions aujourd'hui. Oui, voilà. Mais, ils sont silencieux, on les salue. Mais c'est vrai que bon, c'était ma mère qui était en première ligne, donc le contexte familial était ma mère qui, grâce à Dieu, était là, et mon père et mes deux frères et moi qui tentions de les aider. Mais donc moi, j'aidais simplement mes parents. Et c'est vrai que ce terme d'aidante, aujourd'hui encore, j'ai du mal à me l'auto-qualifier parce que quand on a eu la chance d'avoir des parents aimants, c'est aussi normal d'aider ses parents. Donc je ne suis pas que aidante au sens administratif du terme. Je suis aussi une fille qui aimait son père et voilà. Donc ça, c'est une première chose. Mais donc j'avais quand même pas conscience à quel point ça pouvait modifier, pour revenir à votre question, tout mon quotidien. Et c'est vrai que ça a déterminé beaucoup de choix à l'époque, mais je ne savais pas que c'était à cause de ça. C'est-à-dire que il fallait que je me rende disponible dans mon travail. Justement, je suis réalisatrice, comme vous le disiez, documentaire. Je suis passée au montage parce que le montage, ça me permettait de faire du télétravail. De plus voilà. Vous êtes réorganisé dans votre vie. J'ai réorganisé, mais en même temps le montage c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, donc ça a aussi aligné finalement ma vie et des choix qui étaient préexistants à la maladie, mais je me suis arrangée en fait pour pouvoir engager mon travail de manière le plus possible en télétravail pour pouvoir arranger mon emploi du temps tout simplement et pouvoir tout gérer de front. Et les impacts, j'imagine, financiers ? Est-ce qu'il y a eu des impacts financiers au-delà des impacts émotionnels et d'organisation parce que si vous aménagez votre travail, peut-être qu'il y a aussi des dépenses qui ne sont pas prévues. Comment ça se passe en fait Est-ce qu'il y a un changement aussi là-dessus? Alors pour moi, forcément, ça a peut-être changé et encore, c'est difficile à dire parce que. C'est pas forcément évident dans la mesure où j'ai un petit peu changé mon métier, ça a peut-être changé un petit peu les choses, mais ce que je sais, c'est que maintenant, pour m'être intéressée aux aidants, évidemment, si par exemple les parents n'habitent pas prêt. On sait aujourd'hui que les billets de train, ça coûte cher et qu'il y a beaucoup de gens de ma génération qui veulent aider leurs parents qui sont un peu loin. Le billet de train a augmenté de 150% en 20 ans. C'est évident que c'est difficile et que ça coûte cher aussi pour les aidants de pouvoir aider autant qu'ils le veulent. Parce qu'ils vont devoir prendre une journée de travail par-ci, par-là. Donc, il y a un coût financier qui est pas nécessairement réalisé par la génération. Si en une phrase, parce que là encore vous reviendrez, mais parce que c'est passionnant, mais en une phrase, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces générations d'enfants en fait, alors qui résument pas votre livre, mais qui donnent envie d'ouvrir votre livre. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire comme message? Moi, j'ai envie de dire que effectivement, moi, c'est qu'ils lisent mon livre. Non, c'est surtout que au final, quand je relis l'histoire, je sais que je suis plus alignée finalement, que j'étais à ma place et qu'il y a quelque chose. De l'ordre du rapport au temps, par exemple, qui a été modifié, où on accepte que les choses soient plus lentes, par exemple, quand on s'occupe quelqu'un de malade, et que finalement, il y a beaucoup de lignes internes qui changent et qui nous modifient, mais et qui font qu'au final, on est peut-être mieux. Quand la personne part, on a moins de regrets. Et avoir moins de regrets, on le sait aujourd'hui, c'est avoir des deuils plus légers. Plus légers, oui. Et du coup, en fait, je crois que tout le monde a gagné dans cette réconciliation intergénérationnelle. Merci beaucoup, Sabine Kreisagel. C'est passionnant.
Je vous rappelle, votre livre, ça s'appelle « Nos prochaines années ». C'est un récit pour bien vieillir et c'est aux éditions de l'Atelier. Merci beaucoup. Merci à vous. Rendez-vous dimanche prochain. Alors, merci surtout d'avoir écouté. Et je vous laisse en compagnie de Christophe Debien pour La Planète Demain sur Sud Radio. Rendez-vous dimanche prochain de midi à 12h30 sur Sud Radio. On n'oublie pas de poser ses questions au 826 300 300. Laissez un message sur le répondeur de Sud Radio. On y répondra. Et pour ceux qui souhaitent écouter ou partager l'émission, La vie devant nous en podcast ou en replay sur l'application Sud Radio ou sur le site sudradio.fr. Bon dimanche, bon appétit et portez-vous bien. Sud Radio, la vie devant nous. Avec Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être.